Je serai le député de gauche de la sécurité. Fraîchement élu dans la Drôme, Paul Christophe, notre invité, s'est trouvé un cheval de bataille. Et hélas, l'actualité est riche en insécurité. La Drôme est le terrain d'une violence débridée qui augmente, qui s'aggrave. Bagarres, règlements de compte ou victimes collatérales, les morts succèdent aux morts. Quelles sont ces solutions? Votera-t-il les réformes souhaitées par l'exécutif? Nous allons lui poser toutes ces questions et bien d'autres. Bienvenue dans Dimanche en politique. Paul Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques mots de présentation. Vous avez 37 ans, vous êtes le secrétaire départemental du Parti socialiste dans la Drôme. Vous dirigiez une coopérative d'activité et d'entrepreneuriat qui accompagne les créateurs d'entreprises en Val-de-Drôme. Vous avez été élu en juillet dernier député de la première circonscription de la Drôme, donc je le disais, qui comprend Tain-l'Hermitage, Bourg et surtout Valence. Et c'est donc le premier député PS de cette circo depuis environ 31 ans. Et donc, vous voulez être le monsieur sécurité de la gauche, pourquoi ? Mais je crois que le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui est fondamental. Il a été très concerné, très concernant dans ma circonscription et dans le département. On va sûrement y revenir ensemble. Mais on a l'impression souvent d'entendre que la gauche n'a rien à dire sur la sécurité, que c'est un sujet de droite. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a à la fois un bilan à défendre et des propositions à faire. C'est pas qu'elle a rien à dire, c'est qu'elle a été quand même traitée de laxiste. La gauche est laxiste. Et c'est là que c'est encore une sorte de fausse idée que je pense la droite diffuse. Quand on demande au ministère de l'Intérieur, aux fonctionnaires de police, qui sont les grands ministres qu'ils ont retenus, il y a Pierre Joxe sous François Mitterrand, il y a Jean-Pierre Chevènement sous Jospin. Nous avons fait des grandes propositions et je crois qu'on n'a jamais été laxiste en réalité quand on a exercé le pouvoir. Donc c'est une sorte de vision de la réalité qui est un peu faussée. Et en réalité, la sécurité, c'est un droit fondamental, c'est le premier des droits dans la Déclaration des droits de l'homme. Sans la sécurité, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous sortez dans la rue? Si vous pensez que vous allez être en insécurité, agressé, tout le reste des services publics, tout le reste de vos droits tombe un peu à l'eau. La gauche avait tendance à traiter un peu la droite républicaine de fasciste dès lors qu'elle parlait immigration, sécurité, fermeté. Bon, ça n'a jamais été mon cas. On ne traite pas la droite républicaine de fasciste à la première occasion. Ce serait réduire le sujet. Je crois qu'on a des visions différentes sur la sécurité. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que nous avions une vision à gauche sur ce sujet, crédible, sérieuse, documentée, et qui ne se résumait pas à des déclarations et à des paroles. À des postures. Vous allez nous parler donc de tout ça. Nous allons parler de la Drôme qui fait donc, je le disais, hélas, beaucoup parler d'elle en matière de violence. Nous sommes à la veille des 1 an de la mort de Thomas lors d'un bal à Crépol. Alors ce n'est pas votre circonscription, mais c'est juste à côté, c'est votre département. 14 personnes sont mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre. Que dire de cette violence? Que dire de ces jeunes qui se déplacent dans des balles avec des lames de 30 cm? Je crois que sur le sujet de Crépol, il faut d'abord commencer par dire une nouvelle fois notre compassion avec les familles. Il y a eu de très nombreuses victimes. Cela fait seulement 1 an demain. Et donc, commençons par leur apporter notre soutien. C'est très important. Le second point, c'est que la justice est en train d'essayer de résoudre. C'est très compliqué. Il y a eu beaucoup d'auditions. Il est difficile de faire la lumière. Et d'ailleurs, les magistrats ont reçu les familles, je crois, la semaine dernière. Mais ce qui est très grave dans ce qui s'est passé, c'est la récupération politique qui a eu lieu. C'est-à-dire que sur des faits dont on a du mal à connaître et à détricoter le vrai du faux. Et ça, c'est très important. Le mobile, les enquêteurs parlent d'une moquerie d'entre bandes. Une simple moquerie qui s'est quand même terminée en meurtre et en jeunes avec des couteaux de 30 cm. Il y a quand même une violence. Absolument. Je nie pas du tout la violence. Je nie l'interprétation des faits qui ont eu lieu sur ce drame, qui a donc été nationalisé, qui a été dramatisé. Sans récupération politique, qu'est-ce qu'on dit de cette violence? Comment on en arrive là? Comment on la combat aujourd'hui? Eh bien, donc justement, je crois que là-dessus, il y a à la fois tout un volet de prévention et de répression sur lequel on peut discuter. Mais je suis désolé, j'insiste parce que c'est très important. Malheureusement, sur les faits divers, on va trop vite. Et il y a des forces politiques, en l'occurrence là, c'est le Rassemblement national et l'extrême droite, qui l'utilisent pour dresser
des pans entiers de la société les uns contre les autres. Et moi, une partie de mon combat à l'Assemblée, comme dans la Drôme, c'est d'essayer de montrer que il y a des faits, il y a des vérités. Il faut qu'on laisse le temps à la vérité de surgir, d'être sous la lumière. Et ensuite, on peut avoir une parole politique, une action politique. Si on veut faire l'inverse, je sais qu'on veut aller vite et je sais c'est dur, c'est difficile parfois d'attendre. Mais si on veut aller trop vite, on risque de très mal agir. On risque de croire, je vous donne un exemple ici, on risque de croire ici que c'est un sujet d'immigration et on va y revenir ensuite, mais ça n'est probablement pas le sujet. Donc, néanmoins, c'est Thibaut Monnier, le député RN, qui a été élu en juillet dernier sur cette circonscription. Est-ce qu'on peut y voir une corrélation ? Moi, j'y vois pas de corrélation. Je pense que, malheureusement... Les habitants de cette circonscription, face à une telle violence, se disent la réponse, elle est du côté du RN et non pas du Parti Socialiste ou des Républicains. C'est exactement pour ça qu'au lendemain d'élection, moi, j'ai dit que je serais le député de la sécurité et que je viendrais parler de ces sujets autrement, parce que peut-être que nous n'avions pas l'offre politique qui convenait pour Crépol, etc. Et depuis trop longtemps, mais mon idée, c'est que on ne peut pas laisser à la droite extrême ou à l'extrême droite le monopole de l'interprétation des faits divers les uns derrière les autres. Il faut absolument qu'on arrive à se donner le temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Et ça, je crois que c'est crucial. Sinon, la justice fait mal son travail. Enfin, on ne peut pas non plus attendre que les gens se tuent, s'entretuent. Voilà, bien sûr que non. On peut prendre le temps, mais quand même, il faut agir à un moment. Malheureusement, ouais. Mais je suis d'accord, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que aller trop vite et dire dès le lendemain que l'interprétation est celle de l'extrême droite et la bonne, c'est là qu'on commet une erreur dans laquelle on a beaucoup de mal à revenir. On va parler de votre circonscription. La violence touche Valence, notamment les quartiers du Plan, de Font-Barlette, du Polygone, où début novembre, un jeune de 18 ans a été tué par balle sur fond de trafic de drogue et beaucoup de règlements de compte dans ces quartiers. En mai 2023, 4 morts, ce qui fait dire à Nicolas Daragon, le maire de Valence et fraîchement nommé ministre délégué à la sécurité du quotidien, on est à Valence, comme récemment à Poitiers ou à Rennes, ou même à Saint-Péray, on en parlera plus tard, dans un point de bascule vers l'ultra-violence systématique. Quelle est la bonne réponse, selon vous, à ces règlements de compte ? Bon, vous l'avez dit, la violence qu'on connaît à Valence et dans l'agglomération extrême depuis plusieurs mois, même depuis quelques années, et elle est fortement reliée au trafic de stupéfiants, au trafic de drogue dans nos quartiers. Donc, sur ce sujet, il y a des propositions qui sont sur la table, qui ont été portées par les socialistes au Sénat dans un rapport parlementaire entre les socialistes et la droite, qui ont été reprises par le gouvernement et qui vont permettre de développer l'arsenal de nos forces de police et de gendarmerie pour lutter contre les trafiquants. Il faut voir que le sujet devant lequel on se trouve, c'est un sujet mondial. Valence, c'est ultra violent, mais c'est une supérette de la drogue à côté des trafiquants devant lesquels on est. Ce sont des groupes mondiaux qui sont installés dans des paradis fiscaux. On peut chasser les dealers du coin au Plan, à Font-Barlette, et c'est important qu'on le fasse. Et on peut revenir sur une situation très locale. Mais si on ne s'attaque pas à la racine, si on ne démantèle pas ces réseaux, on n'arrivera jamais à les affaiblir. Les réseaux, c'est un travail de longue haleine. En attendant, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour pour les habitants de ces quartiers ? Souvent, on dit que ces quartiers sont délaissés, sont abandonnés. Nicolas Daragon, lui, a bien dit, je le cite de nouveau, à propos de Polygone, c'est un quartier sur lequel la ville investit énormément. Le sujet, c'est le narcotrafic, vous venez de le dire, et le banditisme, rien d'autre. Le quartier du Plan, c'est 280 millions d'investissements sur la rénovation urbaine. Donc là, on ne peut pas dire que l'État n'y est pas, on a laissé à l'abandon un quartier aux mains des trafiquants. Bon, écoutez, vous citez plusieurs fois Nicolas Daragon qui a considéré qui est le maire de Valence, qui a considéré qu'il avait un bilan suffisamment positif en matière de sécurité ces derniers temps pour prendre un poste de ministre délégué à la sécurité du quotidien, ce qui peut laisser un peu dubitatif sur le bilan de son action. Je crois qu'il faut être sérieux. Il y a d'un côté démanteler des grands réseaux. Ça, on peut y revenir. Il y a des annonces qui sont sur la table et on prendra tous nos responsabilités à droite comme à gauche, je pense, pour pouvoir donner des moyens à nos forces de police nationaux en matière de patrimoine, etc., pour démanteler ces grands réseaux. Et ensuite, il y a la réalité concrète que vivent nos habitants, sur laquelle il faut aussi qu'on soit sérieux. Les quartiers à Valence, ils ont peut-être eu des fonds sur la rénovation urbaine, mais c'est quasiment uniquement sur le bâti. Il y a un vrai retard
dans la cohésion sociale. Mais par exemple, la phare, est-ce que vous êtes d'accord avec cette force d'action républicaine qui est déployée? Excellente initiative. Voilà, une initiative d'Elisabeth Borne à la suite des émeutes. Donc c'est plus de présence de CRS, on voit les images à Valence. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous convient? Pas que des CRS. La phare, c'est à la fois des CRS et des magistrats. Aussi des moyens, exactement, de magistrats, mais aussi des moyens supplémentaires en politique de la ville, des moyens supplémentaires pour l'éducation et tout. Mais ça fait que quelques mois. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, c'est exactement le discours que je porte. Donc je ne suis pas du tout dans la caricature. Je dis simplement que ça fait 10 ans que Nicolas Daragon est maire à Valence, et depuis 10 ans, il n'y a pas que le Polygone, il y a le Plan, il y a Font-Barlette, il y a d'autres quartiers dans lesquels il n'y a plus du tout d'activité municipale, dans lesquels, aujourd'hui, la gastronomie, c'est en centre-ville, le feu d'artifice, c'est en centre-ville, le marché de Noël, c'est en centre-ville. Quand est-ce que le peuple de Valence se déplace dans ces quartiers pour faire République, pour faire collectif? Et ça n'est que à ce moment-là, c'est que quand on arrivera à recréer de la cohésion sociale, culturelle, économique dans notre ville, qu'on arrivera à empêcher des grands réseaux de s'installer dans les quartiers où il n'y a rien. Les habitants ont l'impression que l'État est impuissant à les protéger au jour le jour. Peut-être. Moi, je pense que l'État peut, et l'État, à condition d'être en lien avec les collectivités territoriales, d'avoir une action cohérente. Alors justement, on va parler d'État. Vous l'avez dit, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Didier Migaud se sont rendus à Marseille pour faire des annonces sur le narcotrafic. Je vous propose de regarder ce reportage, on en parle après. Migaud, Retailleau, la caution de gauche du gouvernement et le chantre de la droite. Le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur sont venus décliner leur plan contre le narcotrafic à Marseille, ville tristement symbolique en la matière. Le combat de l'État contre la criminalité organisée doit se faire désormais à armes plus égales, avec la même agilité, avec la même sophistication, avec la même détermination qu'elle, sans renier jamais, bien sûr, nos principes et notre état de droit. En voici les principales mesures. Création d'un parquet national anti-criminalité organisé avec des magistrats dédiés, à l'image de ce qui existe déjà en matière de terrorisme. Amélioration du statut du repenti pour les ex-trafiquants qui collaborent avec la justice. Enfin, la création d'une procédure pour richesse inexpliquée pour saisir les avoirs et biens issus des trafics. En mars dernier, le président Macron était venu ici même faire la promotion de ces opérations dites « place nette » pour éradiquer le trafic, souvent un vœu pieux une fois la police partie. À Marseille, cet énième plan est accueilli avec intérêt teinté de circonspection. Chaque nouveau ministre, il y a un nouveau programme, mais malheureusement, la drogue est toujours là. Partout en France, on a besoin de mettre en place des choses pour lutter contre la drogue, qui est un vrai fléau social. J'espère que sur le plan aussi, ils feront quelque chose pour les consommateurs qui, pour le moment, a priori, les consommateurs sont peu inquiétés. Le trafic de drogue en France, c'est au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2024, 42 morts, dont des victimes collatérales. 42 morts, 6 milliards. Alors c'est 3 milliards de bénéfices, 6 milliards de chiffre d'affaires. Allez-vous voter en faveur des annonces faites? On reprend parquet national anti-stupéfiant, contre stupéfiant, un peu à l'image de ce qui est fait contre le terrorisme, statut du repenti, richesse inexpliquée. Absolument. On va voter pour ces mesures, tout simplement parce que ces mesures, elles sont dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, qui est porté par Jérôme Durain, un sénateur. Et Étienne Blanc. Et Étienne Blanc. Donc voilà, ils sont derrière sur l'image. Oui. Donc ça n'est pas le résultat d'une réflexion seulement de Bruno Retailleau ou du gouvernement. C'est le résultat d'une réflexion de fond qui est menée depuis de nombreux mois. En lien avec les services de police et transpartisane. Ce n'est pas un sujet sur lequel il y a des oppositions entre nous. C'est un sujet sur lequel nous sommes d'accord et pour lequel les moyens doivent être donnés pour renforcer la... Vous allez donc voter en faveur. Ouais. Quid des consommateurs? On entendait un monsieur dire, là on s'attaque au trafic, mais pas de consommateurs, pas de trafic. Moi j'ai envie de vous dire, surtout quid des victimes. Parce que non mais quid des consommateurs? Ok, très bien. Êtes-vous pour ou contre la légalisation par exemple du cannabis? On est pour la légalisation du cannabis. On pense que c'est un vrai enjeu de santé publique et non pas de sécurité. On pense que, à vrai dire, les consommateurs de cannabis, on a plein d'études qui montrent que culpabiliser les consommateurs, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc là, le gouvernement essaye de faire ça. Très bien, on peut regarder, mais je doute si on a une évaluation, parce qu'on a un peu du mal à évaluer les mesures qu'on prend. Mais en vrai, beaucoup d'études montrent que le cannabis, pas de problème sur le cerveau des enfants, sur les violences, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle aussi des victimes.
Les victimes du trafic de drogue, c'est qui? Les enfants dans les quartiers, qui se retrouvent embarqués dans des trafics de ce type-là, soit en tant que collaborateurs du service de la drogue, soit en tant que directement consommateurs victimes. Je crois qu'il y a un vrai enjeu à se poser la question de qu'est-ce qu'on leur propose à eux. Et ensuite, il y a aussi un enjeu vis-à-vis des habitants de ces quartiers. On entendait le sujet des opérations Place Nette. Les opérations Place Nette, c'est très bien pour quelques semaines. Ça permet peut-être d'apporter un petit peu de paisibilité, mais juste après, une fois qu'on a terminé... Les habitants du quartier de la Guillotière à Lyon sont satisfaits de Place Nette. Ça a vraiment quand même apaisé le quartier. Vous parlez des victimes. Le jeune Thomas, qui est aussi rugbyman comme le jeune Nicolas, qui est rugbyman comme Thomas, a été tué devant une boîte de nuit à Saint-Péray. Lui aussi, c'est une victime collatérale de ce narcotrafic. On ne peut pas juste dire on va attendre. Il faut vraiment agir. Alors, je crois que là, les déclarations du parquet à Marseille montrent que c'est pas tellement lié au trafic. C'est la mafia. C'est plutôt de la mafia. Voilà, donc ça aussi, faut être vraiment attentif à ne pas mettre tous les faits divers dans le même panier, sinon on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est très très malheureux ce qui s'est passé. Et là aussi, il y a bien un fond de drogue puisque la mafia cherche à blanchir de l'argent issu de la drogue. Donc on est un peu sur le même thème quand même. Bon, en tout cas. Pour mettre fin à ces sujets-là, je crois qu'il faut à la fois une action de prévention, de reconstruction de nos quartiers, de cohésion et une action de répression. Et je m'associerai aux mesures que pourra prendre le Parlement pour pouvoir renforcer les moyens de nos forces. Autre sujet, Edwige Diaz, députée RN, a présenté une proposition de loi visant à assouplir les expulsions d'étrangers délinquants. On écoute à ce propos la prise de parole de Nicolas Daragon à l'Assemblée nationale. Nous avons pris l'habitude, avec la complicité de certains, de protéger des individus indignes de la générosité des Français et de la protection de la France. Je le dis sans une once d'hésitation, sans un doute, avec fermeté, l'étranger qui assassine, dehors. L'étranger qui viole, dehors. L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise... L'étranger qui a un lien quelconque avec une entreprise terroriste, dehors. L'étranger islamiste, dehors. L'étranger voleur, harceleur, agresseur, L'étranger voleur, harceleur, agresseur, 3 fois dehors. Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons le reprendre car c'est un enjeu de souveraineté. Un pays qui subit la présence sur son sol d'étrangers qui le blessent ne peut pas se dire souverain. À la suite de cette intervention, vous avez co-rédigé un communiqué, une réaction avec Laurent Huguetto, votre alter ego ardéchois. Que dénoncez-vous ? En effet, je trouve ça, à vrai dire, assez grave. De voir un ministre de la République, c'est la première fois dans l'histoire en France qu'un ministre de la République est ovationné, comme on vient de le voir sur ces images, par 140 députés du Rassemblement national, c'est-à-dire d'un grand parti d'extrême droite. L'étranger violeur, on peut déjà l'expulser si on le souhaite avec le droit actuel. L'étranger terroriste, on peut déjà l'expulser si on le souhaite avec le droit actuel. Ce que je veux dire, c'est que... Il a dit qu'il ne voterait pas la proposition de loi parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Voilà. Néanmoins, vous avez dénoncé... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les étrangers délinquants, auteurs de crimes et délits, il faut les expulser. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si. Le seul sujet, c'est est-ce que on va à la tribune de l'Assemblée pour faire des grandes déclarations et se faire applaudir par le Rassemblement national, ou est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on regarde ce que le droit permet aujourd'hui de faire? Le droit permet aujourd'hui d'expulser un très grand nombre d'étrangers. La réalité, c'est que vous pouvez expulser autant de gens que vous voulez. Si vous n'avez pas les autorisations des pays dans lesquels vous les renvoyez pour qu'ils regagnent le territoire... Les OQTF restent sans action. Exactement. Ce sont des laissez-passer consulaires. Et sur ce sujet-là, je n'ai pas entendu Nicolas Daragon faire de déclaration. Ce que je veux, ce que nous voulons, je pense que ce que les Français veulent, c'est que les hommes politiques ne fassent pas des grandes déclarations, mais soit dans l'action concrète, soit dans les résultats. Les résultats, c'est de ne pas faire de grandes déclarations et de venir dire tous les étrangers dehors, aux délinquants criminels. C'est de dire nous sommes sérieux, nous savons que le vrai sujet, c'est sur les laissez-passer consulaires et c'est sur ça que nous travaillons. C'est ce que j'ai reproché à Nicolas Daragon. Je pense que ce sont des propos qui sont très malheureux. Moi, je suis très choqué en tant que Valentinois de voir mon maire qui est ainsi ovationné par 140 députés d'extrême droite.
Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a failli ne pas pouvoir tenir une conférence à l'université Lyon 3, non pas parce qu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, mais parce qu'elle s'appelle Yael. C'est un acte antisémite. Un restaurateur de Villeurbanne, près de Lyon, s'est fait vandaliser son restaurant parce que israélite, sans parler de toute la tension qui a précédé le match de foot jeudi soir entre la France et l'Israël. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, parle d'un antisémitisme débridé en France. Et vous ? Je condamne fermement tous les actes antisémites et tous les actes racistes qui ont lieu dans notre pays. Et effectivement, c'est inquiétant. Il faut qu'on soit très vigilant dans toutes les... ça veut dire quoi, être vigilant ? Ça veut dire dénoncer systématiquement les actes. Et ça veut dire aussi que... Mais comment on agit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on peut... Les actes, voilà, on peut dénoncer, mais... Ça, c'est la justice. La justice, elle est saisie à chaque fois qu'il y a des actes antisémites dans notre pays et les auteurs sont condamnés. Je crois que c'est comme ça que fonctionne notre droit. Qu'est-ce qui alimente cette violence antisémite aujourd'hui ? Il y a probablement une part de cet antisémitisme qui est très ancien dans notre pays et contre lequel on doit se battre chacun et chacune dans nos familles, dans nos villes, dans nos sociétés. Et ensuite, il y a aussi une part qui est nourrie par l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien. De la part de qui ? De la part de plein de forces politiques ou de plein de personnes. Je ne sais pas si vous voulez me faire dire quelque chose, mais si vous voulez me faire dire que les insoumis sont une force antisémite, je vous dis tout de suite, c'est faux. Ah, je ne vous dis pas que c'est une force antisémite. C'est ça, je vous demande qui alimente l'instrumentalisation de la réalité. Vous êtes socialiste, élu sous la bannière Nouveau Front Populaire, donc allié à la France Insoumise dont on parle à l'instant. À ce propos, je voudrais qu'on écoute Franck Soulignac, qui est vice-président du département de la Drôme et adjoint à la mairie de Valence. Il a plusieurs questions à vous poser. On l'écoute. Allons-y. Ma question, elle est double. En tant que député, vous avez souhaité, selon vos dires, placer la sécurité au cœur de vos préoccupations. Partagez-vous le programme et les prises de position de la France Insoumise sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions d'immigration? Je pense au discours anti-police, contre l'armement des polices municipales, contre la vidéoprotection, pour la légalisation du cannabis, la libération de prisonniers et la régularisation massive d'immigrés. Et puis ma deuxième question, êtes-vous prêt demain, sur d'autres élections, et je pense notamment aux élections municipales, par exemple, à de nouveau faire alliance avec les membres de la France Insoumise qui, par la violence de leurs propos et de leur prise de position, notamment depuis le 7 octobre 2023, des prises de position antisémites, communautaristes ou complaisantes avec le terrorisme du Hamas, se sont, à mon sens, disqualifiés aux yeux des Français, puisque je rappelle, un sondage Ipsos donne 70% des Français qui pensent que la France Insoumise attise la violence et qu'elle est dangereuse pour la démocratie. Moi, je trouve ça quand même assez entre drôle et triste, ce que me dit M. Soulignac. Premièrement, je crois que j'ai répondu déjà assez sur la partie des mesures que nous proposons et sur lesquelles nous sommes prêts à aller en matière de sécurité. Et je suis loin de la caricature qui est faite là. La vidéoprotection, pas de problème. Ouais. L'armement des polices municipales, vous avez vu le maire de Bordeaux qui était vraiment farouchement opposé, c'est dit maintenant. Il y a beaucoup de mairies. Vous êtes pour l'armement de la police municipale? Je pense que ça peut être une bonne solution. Alors sur LFI. Mais donc, moi, je ne suis pas dans la caricature. Et je pense que M. Soulignac, il a un maire qui semble reprendre à l'Assemblée nationale des propos qui plaisent tellement à l'extrême droite qu'il se fait ovationner. Je mesure un petit peu... Du coup, vous dites, moi, avec l'extrême gauche, je peux faire pareil. Si vous voulez. Non, c'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que chacun balaye devant sa porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Je le mets au défi, et je vous mets au défi, de trouver une seule déclaration de l'opposition municipale à Valence, insoumise, verte, écolo, socialiste, qui soit du moindre qualificatif qui a pu être employé par M. Soulignac ici. Antipolice, antisémite. C'est faux. Il parle de vos alliés, il ne parle pas de vous. Oui, il dit que vous êtes alliés aujourd'hui. Il parle de Valence, il parle de avec qui est-ce qu'on va s'allier pour les municipales. Moi, ce que je vous dis, c'est que les gens avec qui on va s'allier au municipal à Valence, ce sera tous les gens qui sont en opposition à un maire de droite qui se fait applaudir par le RN à l'Assemblée et qui travaille dès aujourd'hui et déjà aujourd'hui sur un programme commun pour proposer une alternative aux Valentinois. Je ne suis pas certain que la caricature nationale qui est faite, politique, politicienne,
de telle ou telle force politique soit réel et néanmoins, à l'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez des les propos et des prises de parole et des positions de la France insoumise? Est-ce que c'est de nature à apaiser? Est-ce que c'est de nature à attiser? Vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. De temps en temps, il y a, comme dans toute famille politique, parfois ça a pu aussi arriver dans la mienne, on a des propos qui sont trop forts, qui vont trop loin. Donc, je ne dis pas que je vais pas condamner certains propos. Simplement, ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup caricaturé la réalité de la famille politique. Et aujourd'hui, moi, je considère que face à une droite valentinoise qui se droitise de plus en plus, j'étais sur ce plateau pendant les élections législatives. Pendant le débat, tout à fait. On avait une candidate qui représentait la droite valentinoise, qui faisait un lien quasi systématique entre sécurité et immigration, ou plutôt insécurité et immigration. C'est très loin des idées et des réalités. Je voudrais rester sur Jean-Luc Mélenchon. Julien Drey, qui n'est quand même pas le plus droitier des élus, publie un livre sur Jean-Luc Mélenchon, dont il a été ami longtemps. Il dit du leader de la France insoumise, Mélenchon est un obstacle à la réussite de la gauche. Partagez-vous cette analyse? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que, je ne sais pas si Julien Drey se rappelle de l'élection présidentielle de 2022, mais en 2022, Jean-Luc Mélenchon, c'est le 3e candidat qui arrive en tête au premier tour, vers 21-22%. 21-22%, ça faisait longtemps qu'un candidat de gauche n'avait pas. Des choses ont été dites score-là. depuis, des choses se sont passées. Et ce que je constate aussi, c'est qu'en réunissant les forces de gauche, on a répondu à un souhait de très nombreux électeurs de montrer qu'on pouvait être un barrage au Front National, au Rassemblement National et à l'extrême droite, et de créer d'abord une crédibilité politique. Restez unis. Merci Absolument. Beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent dimanche.